Vulgaire et sincère, épisode 6. La dépression n'existe pas, dis donc. Ouais, je sais, elle est violente celle-là. Ça, c'est de l'entrée en matière. Mais c'est pas vrai. Je dis ça pour déconner. La dépression existe. Bah, elle existe tellement que moi, j'en ai fait deux, hein. Donc, ouais, j'ai même pris la part de quelqu'un d'autre. Normalement, c'est une par personne, mais moi, j'en ai pris deux, tu vois. Il y a plus de. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. La loterie, tu vois. Mais bref, jingle. Il n'y a pas de jingle, donc. Alors, la raison pour laquelle je veux parler de ça sur ce podcast, c'est parce que bah, la dépression, déjà, il y en a beaucoup de gens qui l'ont. Et je pense même avec la société actuelle, on est de plus en plus à en faire des dépressions. Donc, mon expérience personnelle, comment j'en suis sorti, et peut-être mon point de vue sur la dépression pourra vous aider. Mais je pense qu'il ne plairait pas à tout le monde ce point de vue. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord du tout avec la façon dont je vois les choses. Mais c'est ok. C'est ok de se tromper. Vous avez le droit d'être complètement à côté de la plaque. Mais je plaisante, arrêtez de hausser les yeux au ciel là. Bon, les dépressions, moi j'en ai fait deux. J'en ai fait deux, une quand j'avais 19 ans et une quand j'avais entre 26 et 28 ans à peu près. Et la deuxième, c'est celle qui a complètement changé ma vie. Mais les deux dépressions que j'ai faites ont un peu changé ma vie quand même. Alors, je vais balancer le postulat dès le départ, là, qui est le plus problématique. On dit de la dépression que c'est une maladie qui modifie la chimie du cerveau et qu'elle doit être traitée comme une maladie, c'est-à-dire avec des cachetons et avec une thérapie, etc. Eh ben, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Moi, je serais plutôt pour dire qu'il y a des dépressions qui ne peuvent être traitées qu'avec des cachetons et de la thérapie. Et il y a des dépressions dont on peut sortir seul en faisant les bons choix. Je suis désolé, je vous avais dit que ça allait être désagréable à entendre. Mais c'est l'expérience que j'ai vécue moi. Donc la première dépression que j'ai faite quand j'avais 19 ans. Mais parce que j'ai expliqué le pourquoi j'arrive à cette conclusion-là. Hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça, comme des radis, là, puis venir vous récupérer au prochain printemps. Non. Donc moi, la première dépression que j'ai faite, c'est quand j'avais 19 ans, j'étais chez les Compagnons du Devoir. Les Compagnons du Devoir, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah, vous faites un effort, vous allez sur Google. Sur ChatGPT. Non, rapidement, les Compagnons, c'est une congrégation, en fait, ouvrières qui forment les générations à devenir des ouvriers d'excellence. Donc les Compagnons du Devoir. Euh, Si vous connaissez les compagnons, bah, vous remarquerez que normalement, en général, ils sont très très bons dans ce qu'ils font. Ça fait partie des meilleurs travailleurs de France. Généralement, les compagnons sont ceux qui participent à des meilleurs ouvriers de France, etc. Parce que c'est vrai ils sont très bons dans ce qu'ils font, quoi. Pourquoi ils sont bons? Parce qu'ils rentrent jeunes dans cette congrégation, donc, dans laquelle l'éthique de travail et l'assiduité sont les valeurs premières. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, généralement, quand on rentre chez les compagnons, on a 14 ans, on sort du collège, et on se lance dans un métier dans lequel on va être formé. Et ce métier-là, en fait, on va l'apprendre à travers plusieurs entreprises parce qu'on va faire un voyage initiatique, donc le compagnonnage, à travers plusieurs villes de France pour apprendre le métier à travers plusieurs entreprises, rencontrer d'autres compagnons, etc., et apprendre des techniques, etc., jusqu'à finir donc le compagnonnage et devenir un compagnon du devoir, en faisant ce qu'on appelle un travail de réception, qui est donc une œuvre qui marque la fin du compagnonnage. À la base, le compagnonnage, c'est long. Je crois que c'était entre 7 et 9 ans, un truc comme ça. Maintenant, ça a été raccourci. Je crois que tu peux le faire en 5 ans. Parce qu'ils veulent plus de monde pour, justement, pour que les compagnons restent quelque chose qui existe, qui soit perpétré. Parce que ça existe depuis des siècles, hein, si je dis pas de conneries, les compagnons. Mais bref, normalement, tu rentres à 14 ans, tu fais ton compagnonnage, et à 22-23 ans, tu es un compagnon du devoir. Et du coup, tu restes, bien entendu, compagnon toute ta vie. Donc, tu peux intégrer une maison des compagnons, tu peux avoir des responsabilités dans cette maison-là, tu as ensuite un devoir de passation, d'intégration des nouveaux venus, etc. Enfin, c'est vraiment un truc pour la vie, quoi. Quand tu te lances dans un truc, tu seras compagnon toute ta vie. Euh, Moi, j'y suis rentré à 19 ans chez les compagnons. Donc, bien trop tard pour qu'on me lave le cerveau. Mais on m'a quand même, enfin, la première fois que j'y suis arrivé, on m'a quand même expliqué que mes amis et ma famille, il fallait commencer à les oublier. Parce que la seconde famille, la vraie famille, c'est celle-là, là, celle des compagnons, celle que je viens de rencontrer. Je leur ai dit, allez vous faire enculer, en fait. Vous êtes fous, quoi. Moi, j'ai mes potes, j'ai ma famille, non, je vais pas les oublier. Trop tard. Fallait que j'y rentre à 14 ans pour que ça rentre facilement, ça. Mais à 19 ans, c'est pas passé. Bref, pour vous la faire courte, la raison pour laquelle j'ai fini en dépression chez les compagnons, c'est que il n'y a absolument rien qui allait dans mon existence. J'étais célibataire, mais ça, c'est pas forcément un problème. J'étais dans une entreprise qui faisait du bâtiment, mais qui faisait du placo, qui faisait de la couverture, qui faisait de l'isolation, hein, qui faisait tout sauf de la menuiserie. Sauf que moi, j'étais en compagnonnage menuiserie. Donc en fait, rien de ce que je faisais sur le chantier n'avait de rapport avec ce que je faisais à l'école, malheureusement. C'est con parce que j'étais extrêmement mauvais sur le chantier,
Et en plus, quand j'allais à l'école, on m'apprenait rien qui me servait sur le chantier, et inversement. À l'école, j'apprenais rien qui me servait sur le chantier. Enfin, et sur le chantier, j'apprenais rien qui me servait à l'école. Enfin, des deux côtés, on me demandait, mais qu'est-ce que tu fous en fait quand t'es à l'école? Et qu'est-ce que tu fous quand t'es sur le chantier? Tu reviens plus mauvais que t'es parti. Et là, mais j'ai pas eu de chance. Je tombais sur une boîte qui m'a fait faire n'importe quoi. En plus de ça, il se trouvait qu'à 19 ans, je n'avais pas de toute ma vie de tenue visseuse. Je n'avais jamais fait de bâtiment de toute ma vie. Donc effectivement, j'étais mauvais dans ce que je faisais. Mais pas mauvais par essence, juste mauvais parce que j'avais jamais fait ça de ma vie, quoi. Sauf que quand tu arrives à 19 ans et que quand tu arrives à 19 ans dans une boîte, les ouvriers partent du principe que tu as un minimum d'expérience puisque tu as 19 ans. À 19 ans, tu sais au moins foutre une vis dans du placo, quoi. Mais non, moi je savais pas le faire. Donc petit à petit, ils ont décrété que j'étais un abruti. Et j'étais mauvais. Et plus j'avais l'impression d'être mauvais, plus je perdais confiance en moi, plus je faisais n'importe quoi, plus ils pensaient que j'étais un abruti. Et c'est un cercle vicieux. C'est arrivé au point où j'ai surpris des conversations d'ouvriers dans mon dos qui disaient: mais c'est bizarre, il a l'air normal, Lucas. Hein? Il a une tête normale, mais je pense qu'il est débile. C'est véridique ce que je vous raconte. Les ouvriers, certains des ouvriers qui sont pas capables d'écrire leur prénom sans faire de faute, se disaient entre eux que j'étais probablement un attardé, quoi. C'est pour vous dire le taux de confiance en moi que j'avais à cette époque-là. C'était extrêmement difficile, extrêmement stressant. J'étais terrifié d'aller au boulot tous les matins. Donc évidemment, j'en ai perdu le sommeil. Donc je dormais plus la nuit. Donc j'arrivais encore plus exploser le matin au boulot. J'arrivais à exploser le matin au boulot, donc les ouvriers se disaient: mais qu'est-ce que tu fous pour arriver à exploser? Donc tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Du coup, ils m'en foutaient encore plus plein la gueule. Il n'y a aucun des ouvriers qui voulait que je monte dans son camion, parce que ça veut dire que j'allais cogner la journée avec lui et il savait qu'il allait devoir rattraper mes conneries. Du coup, personne ne voulait travailler avec moi. C'était un cauchemar tous les jours. La seule chose qui me faisait tenir, c'était de picoler le week-end. Donc, du lundi au vendredi, je serrais les dents, je dormais pas et je faisais comme je pouvais. Et le vendredi soir, je me mettais une cartouche qui ne s'arrêtait que le dimanche. Il faut savoir que chez les compagnons, tu as généralement des cours le soir, de 20h à 22h. Ouais, mais parce que c'est le travail, le délire. Hein. C'est tu travailles tous les jours. Il y avait des cours le soir de 20h à 22h du lundi au vendredi, et il y avait des cours le samedi. Donc en gros, tu travailles la journée dans ton entreprise, tu vas te doucher, tu bouffes, après tu vas en cours. Après tu vas te coucher, tu fermes ta gueule, et tu reprends le lendemain. Et le samedi, il y avait de 8h ou de 9h à 16h de cours, ou 17h, je sais plus. Bref, une existence tournée autour du travail, un travail que je détestais, parce qu'en plus la menuiserie, je sais même pas pourquoi j'avais pris ça, c'est juste que je savais pas quoi foutre de ma vie en fait. Je me suis dit que j'allais apprendre ça, ouais, la passion du bois et tout, j'ai pas touché un morceau de bois pendant un an presque. Bref, j'étais au fond du seau, je picolais beaucoup, je dormais pas. Résultat, j'étais en épuisement physiologique permanent, en perte de confiance en moi totale, et j'avais vraiment qu'une envie quand on partait le matin au boulot, c'est que un camion nous percute, quoi, que ma voiture explose, que quelque chose d'atroce se passe sur le chantier et que ça s'arrête. J'avais juste envie que ça s'arrête. Je pensais que je ne tiendrais pas 2 mois. J'ai tenu les 11 mois de contrat et de formation. J'ai passé mon diplôme. J'ai eu mon diplôme de menuiserie par une sorcellerie que j'ignore complètement. Et je suis parti des compagnons. Et ils ont essayé de me garder. Mais tu sais, Lucas, tu sais, t'es pas un mauvais bougre. Non, mais les gars, je vous déteste tous, quoi. Vous me détestez tous, je vous déteste tous. Me faites pas. C'est juste qu'en en fait, ils ont besoin de gens, de toute façon, quand tu rentres chez les compagnons, tu payes un loyer pour pouvoir vivre dans la maison. Enfin, c'est comme ça que marche le système aussi, quoi. Donc, ils ont besoin que les gens ne se barrent pas au bout d'1 an avec eux. Mais moi, je me suis barré. J'ai dit non, je ne viendrai jamais dans votre truc, là. J'ai rien contre eux. Hein. Il y a des compagnons avec qui je m'entends bien et tout. Encore aujourd'hui, j'ai rencontré des compagnons après être parti avec qui j'ai des bons rapports. Mais c'est juste que je ne peux pas. Enfin, j'en ai gardé une très mauvaise expérience, quoi. Ça, c'était ma première dépression. Elle a cessé cette dépression-là à la seconde où j'ai quitté les compagnons. C'est-à-dire que ma santé mentale s'est améliorée brutalement. Je n'ai plus d'envie suicidaire, je n'ai plus de démotivation profonde, je n'ai plus d'absence d'aspiration à la vie. Enfin, tout contextuellement, en fait, c'est allé mieux. Et si on peut transposer ça à vous, peut-être, si vous vous sentez perpétuellement sous pression ou malheureux dans une situation et que ça vous met en dépression, est-ce que c'est vraiment que vous êtes en dépression ou est-ce que la situation vous met en dépression? Et du coup, quelle quantité de cachetons et de thérapie il faudra pour vous faire tenir et pour vous guérir en sachant que tant que vous êtes dans cette situation-là, vous serez malheureux. Et c'est là en fait que moi je dis que la dépression, c'est pas seulement un truc qui se règle parce que la personne a un problème, ça peut être juste qu'elle est dans un contexte qui la met plus bas que terre. Il y a des gens qui, par épuisement émotionnel dans une relation, finissent en dépression. Hein. Et c'est pas la thérapie qui va faire en sorte que tu vas aller mieux dans ces cas-là. C'est peut-être quitter la personne qui te met dans cet état-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis que c'est contextuel. Donc ça, c'était ma première dépression.
Ensuite, j'en ai fait une autre quand j'avais à peu près 27 ans. Donc, je vais faire une avance rapide sur ce qui s'est passé entre les compagnons et mon arrivée dans l'aéronautique, parce que c'est dans l'aéronautique que j'ai fait ma seconde dépression. En gros, j'ai poursuivi mon cursus d'apprentissage dans les métiers du bois, mais via une école cette fois-ci. C'est là que j'ai repris confiance en moi. En fait, il se trouve que quand on m'explique les choses et qu'on prend le temps, ben, j'arrive à les faire, les choses. J'étais même le premier de ma classe quand j'étais en CAP menuiserie au tout début. Après, il y a les meufs de ma classe, elles m'ont un petit peu dépassé. D'ailleurs, on est devenus très potes avec elles. Mais bon, c'est pour vous dire, quand on m'explique qu'on me traite pas comme un abruti, en fait, je m'en sors, quoi. Mais bon, il a fallu quand même pas mal de temps pour déconstruire les 1 an de perte de confiance profonde que j'avais eu chez les compagnons, quoi. Bref, j'ai poursuivi mes cursus dans les métiers du bois et il se trouve que l'aéronautique, dans la fabrication, tout ce qui est jet privé, etc., recrute beaucoup des gens qui sortent des métiers du bois parce que ce sont des gens qui travaillent de manière fine et précise. Donc l'aéronautique est friand. L'aéronautique aime bien ces profils-là. Et il se trouve en plus que dans la fabrication de panneaux, pour les jets privés notamment, les panneaux alvéolés, donc ces panneaux qui sont très légers, très résistants, eh ben, ils se travaillent de la même manière que les panneaux de bois. Donc en fait, quand tu es menuisier, que tu sais coller, couper des trucs, ben, tu seras une très bonne addition à l'équipe qui monte un jet privé dans l'aéronautique. Donc j'ai été embauché dans l'aéronautique. Euh, Au début, ça allait bien, on va dire. J'étais pas si mauvais. J'étais pas un foudre de guerre, mais bon, j'apprenais un petit peu à mon rythme aussi. J'ai fait quelques années comme ça où ça a été entrecoupé d'autres travaux parce que je suis aussi parti en Australie. Puis j'en suis revenu. Puis je suis reparti en Angleterre avec mon entreprise aéronautique. Donc en fait, c'était plus trop l'aéronautique ce qu'on faisait, c'était plus un support technique. Mais bon, ça faisait quand même partie du cursus aéronautique. Et quand j'ai voulu step up un petit peu ma carrière, on va dire, ben, j'ai essayé de postuler pour devenir inspecteur qualité en aéronautique. Donc ça, il se trouve que dans la ville où j'étais, à Auch, ben, il n'y avait pas ce poste-là à pourvoir. Par contre, à Toulouse, qui est le fief de l'aéronautique français, là, il y avait ce genre de place-là. À l'époque, le frère de mon ex, qui travaillait dans une boîte d'aéronautique à Toulouse, a pu faire passer mon CV. Et du coup, mon CV s'est retrouvé en haut de la pile. J'ai eu un entretien. L'entretien, j'ai été pris. Et du coup, je me suis retrouvé inspecteur qualité. J'étais jeune, j'étais motivé. Et je ne me rendais pas compte que j'allais me foutre dans ma deuxième dépression en faisant ça. J'ai travaillé un peu à feu doux comme ça pendant quelques mois jusqu'à ce que le Covid frappe. Et le Covid, ça a été une des plus belles périodes de ma vie parce que j'étais vraiment en train de sombrer dans ce boulot-là. J'étais en horaire alterné, je perdais le sommeil. Dans ma relation de couple, ça allait pas super bien. Je prenais des cours de chant et j'avais monté un groupe de métal euh, qui malheureusement se passait pas super bien parce que j'avais beau me donner le meilleur de moi-même, ils en avaient rien à foutre que je chante dans leur groupe en fait. Je pense que j'étais juste là parce qu'il faut un chanteur dans un groupe, mais j'étais pas entendu. Donc j'étais dans une relation de couple où j'avais l'impression de pas être entendu. J'étais dans un boulot où on se foutait de ma gueule et j'étais le jeune et du coup je bossais plus que les autres et j'avais l'impression de pas être entendu. Et j'avais un groupe de musique où j'étais pas entendu, alors que mon boulot c'est de gueuler quoi. Enfin bref, ça c'est la sensation générale que j'ai de cette époque-là de ma vie quoi. Le boulot, ça se passait pas si mal en fait, parce que j'étais bon dans ce que je faisais, mais je détestais ce que je faisais. Ça, c'est le paradoxe. On peut être excellent dans ce qu'on fait et ne pas aimer ce qu'on fait, mais la société te dit, ouais, mais si t'es bon, t'es utile, du coup, continue, tu vois. Et en plus, il y a une espèce de statut social que tu montes quand t'as un taf comme ça. Inspecteur qualité, ça en jette. Et je dis inspecteur qualité, les gens ils font, ah ouais, putain, bien. Mais ils se rendent pas compte que c'est un boulot, bon, t'es sur des intérieurs d'avion, tu fais tout le temps la même chose, tu checks, c'est marrant 3 semaines, quoi. Après, une fois que t'as compris ce que c'était, enfin, à moins d'être passionné, bref. Je veux pas cracher sur ce boulot-là parce qu'il y a des gens qui adorent le faire. C'est juste une question de. C'est personnel. T'aimes ou t'aimes pas, quoi. Moi, j'aimais pas. Bref, le Covid a frappé et j'ai perdu ce boulot-là. Au début, ils m'ont mis en pourcentage réduit de salaire et puis ils m'ont laissé à la maison. Puis finalement, j'ai perdu mon boulot. Puis j'ai perdu mon appart. Puis je suis reparti chez mes parents. Et puis là, j'ai plus rien foutu de ma vie en fait. Je me suis retrouvé au chômage à me demander qu'est-ce que j'allais faire. Je me suis laissé pousser les cheveux longs. Je me suis lancé sur Twitch. J'ai essayé de streamer. Ça n'a pas décollé. Mon ex m'a largué. C'était une période incroyable. Sur la seule soirée que j'ai faite à l'époque pour l'anniversaire d'un pote, c'était pendant le couvre-feu du Covid où du coup on a commencé à picoler à 17h parce qu'il fallait tout le monde devait être rentré chez lui à 18h. Donc en fait on a démarré la soirée chez lui à 17h. On a picolé de 17h à 4h, enfin 4 ou 5h du matin. Je me suis levé le matin à 10h pour rentrer chez moi, j'ai pris le volant, je me suis fait arrêter par les flics. Les flics m'ont fait souffler positif. Et du coup, j'ai perdu mon permis pour alcoolémie parce que j'étais encore bourré de la veille.
Je pensais que ça serait passé, mais non. Et puis ils m'ont dit, vous inquiétez pas, c'est sûrement que l'alcool, il n'a pas fini de redescendre. Le temps qu'on vous monte au commissariat et qu'on refasse souffler dans la machine qui est précise là, vous allez voir, vous serez plus positif. Je dis, ok, on y va. On va au commissariat, il faut souffler dans la machine, j'étais encore à 1,6 g. Quand tu es encore à 1,6 g, 6 heures après avoir arrêté de boire, c'est que tu as beaucoup bu, tu vois. Donc j'ai perdu mon permis. Ça veut dire que si on dézoome un peu sur la situation, j'ai plus de boulot, j'ai plus de meuf, j'ai plus de permis, et je suis chez mes parents. Et j'ai pas de projet d'avenir, quoi. Donc ça sent pas bon. Et c'est dans cet environnement-là que le Covid a pris fin et qu'on a pu enfin commencer à ressortir. Que je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et paradoxalement, j'avais un océan de possibilités. Hein. 26 ans, 27 ans à peu près. J'ai le monde qui s'offre à moi. Je n'ai pas d'obligation professionnelle. Et du coup, j'ai fait une liste des pour et des contre. Retourner dans l'aéronautique. Parce que j'avais pas d'idée. Et ouais, mais il fallait bien que je commence à gagner de l'argent de nouveau. Que je rassure mes parents. Du coup, c'était pas une liste des pour et des contre. C'est plus une liste de ce que je peux faire et de ce que je. Enfin bref, en gros, il y avait l'aéronautique d'un côté de la liste, et sur l'autre côté de la liste, il y avait d'autres idées, quoi. Avec qu'est-ce que ça m'apporterait comme bien-être dans la vie. Toutes les idées que j'avais, c'était des idées en mode ouais, je pourrais lancer une formation pour devenir codeur, je pourrais essayer de, je sais pas, des trucs. En fait, je me disais, bon, ça m'apportera peut-être de l'épanouissement, mais ça m'apportera pas d'argent, quoi. Et de l'autre côté, il y avait l'aéronautique, en mode c'est horrible parce que je vais pas dormir, c'est stressant, j'aime pas ça, mais il y a un bon salaire. Et le seul truc qu'il y avait dans la case aéronautique, c'était le salaire. Je me rappelle comme c'était hier, et c'est là que tout a changé dans ma perspective des années plus tard, parce que je me rends compte à quel point l'argent ne fait pas le bonheur depuis ce jour-là. Et comme un abruti, j'ai repostulé à l'aéronautique. Et vu que j'étais bon dans ce que je faisais, j'ai passé l'entretien, j'ai mis la chemise et j'ai été pris direct. Il n'y a même pas eu de discussion, j'ai été pris, quoi. Et ça a marqué le début de la spirale vers le bas qui m'a amené à ma deuxième dépression. Parce que cette fois-ci, il n'y avait pas de Covid pour me sauver. Cette fois-ci, il n'y avait pas d'échappatoire. Cette fois-ci, j'étais rentré dans un train qui allait s'arrêter quand j'allais avoir 67 ans ou 70, hein, au moment de la retraite, ou avant, hein, si j'allais peut-être me tirer une balle. Et c'est ce que je me suis dit qu'il allait se passer au bout d'un moment, parce que j'étais tellement mal dans ma peau dans ce boulot-là, et j'étais tellement mal aussi de m'être moi-même remis dans ce boulot-là, que j'avais une pensée qui m'obsédait, c'était je passerai pas les 30 ans. J'avais 28 ans, et dans ma tête, je me disais je passerai pas les 30 ans, c'est pas possible. Avec ce boulot-là, je passerai pas les 30 ans. Je voyais tous les gens autour de moi, les gens qui allaient au travail, j'étais jaloux de ces gens-là, parce qu'ils n'avaient pas le même travail que moi. Je voyais des enfants dans la rue, je me disais ils ont de la chance parce qu'ils n'ont pas encore fait les choix que moi j'ai fait, et du coup ils ont la vie devant eux. Je voyais des retraités, et je me disais eux ils ont de la chance parce que leur vie elle est déjà presque finie, et bientôt on n'en parlera plus, quoi. J'étais jaloux des animaux parce qu'ils n'avaient pas autant de pression sur les épaules. J'étais jaloux d'un caillou parce que le caillou il n'a pas de sensation, il n'a pas d'émotion. Je voulais être tout sauf moi, en fait. C'était atroce cette période-là. J'étais seul, j'étais malheureux, j'étais blindé parce que j'avais du fric et j'en faisais rien, mais je dormais pas la nuit. Je tournais en rond, en fait, sur cette espèce d'existence pourrie là, à me demander mais comment j'en suis arrivé là, quoi. Comment j'en suis arrivé à autant détester chaque jour au quotidien. Et en plus, en ayant de l'extérieur du monde des acclamations et des applaudissements. Bah ouais, parce que t'as un bon boulot, tu vois. Tu gagnes bien ta vie. Je veux dire, t'es fonctionnel. Tu sais, tu te bourres la gueule tout le week-end parce que tu supportes toujours pas ta semaine. Mais c'est ça d'être fonctionnel dans la société. C'est travaille le week-end, fous-toi en l'air la semaine. Enfin, attends, non, pardon. Travaille la semaine, fous-toi en l'air le week-end. Personne ne remet ça en question. C'est normal. C'est normal de se déboîter la gueule tout le week-end. Bon, aujourd'hui, je réalise que non. Hein, ça l'est pas tellement. Surtout quand tu le fais pour fuir quelque chose. Mais bon, bref, moi j'étais dans cette autoroute de la désespérance à 180, droit vers le suicide, quoi. Et c'est pas que je voulais mourir en plus, c'est que je supportais tellement pas ma vie que je me disais que j'avais envie que ça s'arrête, quoi. Là encore une fois, j'avais des fantasmes comme ma voiture se fasse exploser par un poids lourd, un truc comme ça, qu'on m'apprenne que j'ai une maladie incurable et que j'allais crever dans les 2 semaines, tu vois. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est de fantasmer de ça, quoi. D'espérer que ça se passe, c'est super bizarre comme sensation. Parce que t'as pas les couilles de te foutre en l'air, en fait. T'as pas envie que tes parents soient tristes, t'as pas envie tu vois, de prendre cette décision-là, tu te dis ouais non, je vais quand même pas faire ça, tu vois. Mais t'as envie que ça arrive un peu quand même. Mais juste que ce soit pas toi qui appuie sur la détente. C'est bizarre, hein, mais bon. Bref, cette situation-là, elle a duré pendant à peu près 2 ans. Et est venu un moment où on m'a proposé le poste, la planque, c'est-à-dire de devenir inspecteur qualité chez Airbus. Donc j'étais chez un sous-traitant, et là on me proposait d'aller passer chez Airbus. C'est-à-dire que j'allais verrouiller pour toujours mon poste,
mon côté à l'aise, tu vois, parce que Airbus, c'est le géant de l'aéronautique, qui est celui que quand tu rentres, tu as un bon comité d'entreprise, tu as un bon salaire. Vu que tu n'es pas sous-traitant, eh ben, on risque pas de te foutre dehors, alors que les sous-traitants, il faut tout le temps qu'ils fassent leurs preuves, parce que sinon, ils perdent la prestation. Donc en fait, moi, je voyais comment ça se passait hein, dans les postes Airbus. Les sous-traitants, ils courent partout, et les mecs d'Airbus, ils foutent rien. Et ils vivent le rêve, tu vois, ils sont tranquilles. Euh, on m'a proposé ce boulot-là. Et je me suis dit, bon, mec, là, tu as deux solutions, tu vois. Soit tu prends le boulot chez Airbus et tu continues sur cette vie de merde que tu es en train de te construire, qui matériellement est super intéressante, mais émotionnellement t'amène au bout du rouleau. Soit tu fuis, et justement, si on te propose ce boulot-là, c'est pour que tu fasses un choix. Donc, j'ai parlé à mes parents de ce boulot-là, ils m'ont dit, ouais, c'est super et tout, ils étaient super fiers de moi, quoi. J'allais rentrer chez Airbus. Euh, et j'ai refusé le boulot. J'ai refusé le boulot et je suis parti. Ça a été super bizarre parce que après toutes ces années, tu vois, à construire tous ces diplômes dans le bois et finalement arriver dans l'aéronautique, tout ça pour au final, quand j'avais le job qui allait faire sens après tout ça, j'ai dit non, je m'en vais. Euh, Ce qui fait que je me suis retrouvé au chômage, sans boulot, euh, et rarement j'ai été aussi heureux de ma vie, quoi. Mais genre, incroyable. J'avais plus de thunes, plus de perspectives d'avenir, mais pour la première fois dans ma vie, j'étais sûr à 100% que je ne reviendrai pas en arrière. Je me suis dit, je sais, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, je sais que je ne reviendrai pas dans l'aéronautique. Je préfère balayer toute ma vie, je préfère être dans la merde toute ma vie, que de revenir dans ce truc-là. C'est pas possible. Et je pense que c'est même pas moi, mon cerveau, qui se dit, ouais, on n'a plus envie de faire ça. C'est mon système nerveux, c'est mon instinct de survie qui dit, si on revient là-bas, on se fout en l'air de toute façon. Donc on peut pas revenir là-bas si on veut vivre. Donc il faut pas qu'on revienne là-bas. Et du coup, je suis pas revenu là-bas. J'ai postulé dans tout ce que je pouvais, toutes les salles de sport que je pouvais, tous les hôtels que je pouvais pour être agent d'accueil. Et j'ai été pris à Basic Fit à cette époque-là. Et c'est là que, pour certains qui m'ont vu sur les réseaux, c'est là que ma vie a commencé à changer. J'ai fait du contenu sur Internet, j'ai été sur les réseaux, ça a fait basculer, j'ai commencé à être connu, et puis je suis devenu coach, enfin, ça s'est accéléré sur les années d'après. Mais la raison pour laquelle je veux faire le raccourci entre ça et la dépression, c'est que ma dépression, encore une fois, était 100% contextuelle. C'est-à-dire que ce boulot-là me mettait tellement mal qu'à côté, les comportements qui en découlaient me rendaient encore plus malheureux. C'est-à-dire que je picolais encore plus le week-end et je dormais encore plus mal la semaine. Et j'étais encore plus dans la culpabilité parce que je me sentais ingrat. Je me disais, mais comment tu peux avoir une situation aussi stable et quand même trouver le moyen de te plaindre alors que tout le monde va bien autour de toi et que tu as l'impression que tu es le seul qui dysfonctionne dans ton travail, quoi. Que tu as l'impression qu'il y en a qui tueraient pour être à ta place alors qu'ils n'ont même pas à bouffer et toi tu trouves le moyen de chialer parce que ton boulot il te plaît pas, tu vois. Je me mettais plus bas que terre sans arrêt et à la seconde où j'ai quitté ce travail-là, ça a disparu, quoi. Mais pourtant, pendant ma deuxième dépression, je me suis dit, je vais pas bien, il faut que j'aille voir un docteur, quoi. Et j'avais été voir un docteur, il m'avait mis sous antidépresseur et j'allais voir un thérapeute. Et le thérapeute, même lui, il m'avait dit, mais vous avez de la chance d'avoir ce travail-là. Et quand je lui ai dit que j'avais reçu une offre de poste pour être chez Airbus, il m'a dit, mais c'est super, vous devriez la prendre. J'ai dit, mais attendez, c'est ce boulot-là qui me rend malheureux, quoi. Je suis pas bien, je dors pas. Est-ce que de rentrer chez Airbus, ça va régler ces problèmes-là? Il m'a dit, non, mais je pense que vous devriez prendre un pas de recul, quelques semaines pour réfléchir, et ultimement, vous allez prendre ce travail-là parce que c'est une bonne opportunité, quoi. Même le thérapeute, il me poussait dans ce sens-là, quoi. Je lui disais, mais merde, donc, franchement, quand t'en es là, tu te dis, mais c'est moi le problème. Je suis ingrat, je n'arrive pas à apprécier ce que j'ai, c'est ma faute, voilà, c'est ma faute. Et quand j'ai quitté, putain, ce travail-là, mais plus rien de tout ça n'avait. Enfin, ça a disparu de ma tête, quoi. J'ai recommencé à dormir un peu mieux, déjà, parce que les horaires n'étaient plus alternés. Ça s'est pas réglé le sommeil perpétuellement dans ma vie, mais j'ai quand même dormi un peu mieux. J'ai eu beaucoup moins envie de picoler le week-end, puisque très vite j'ai retrouvé un travail dans une salle de sport, et du coup, j'avais pas besoin d'exploser la tête pour fuir quelque chose. Je me disais, bah non, vu que je travaille en salle de sport, je vais essayer d'arriver à peu près clean le lundi. Je me disais, vu que je fais un peu de muscu, autant optimiser, autant pas trop boire et manger un peu mieux. Donc j'ai arrêté de picoler. Je me suis senti vachement plus reconnaissant. Je me suis dit, putain, mais j'ai un boulot qui est peut-être au bas de l'échelle, mais je suis hyper content de l'avoir. Je suis content d'aller au travail tous les matins. Alors que c'est un boulot, je t'ai payé en temps partiel 800 euros par mois, quoi. 800 euros par mois, mais j'étais super heureux. J'allais balayer ma salle, nettoyer les machines, dire bonjour aux adhérents, vendre des abonnements. C'était le travail de mes rêves, quoi. Et je savais même pas pourquoi, tu vois. Juste parce que c'était pas l'aéronautique, probablement. J'étais trop bien. Et ma dépression a disparu, quoi. Elle a disparu. Alors que j'étais suicidaire. De suicidaire à ouais, ça va bien. Je me rappelle les TikTok que je faisais quand j'étais à Basic Fit. Je disais, mais je suis trop heureux, quoi. Je suis trop heureux. Et je me rappelle qu'il y avait des gens qui disaient, ouais, ça fait plaisir de voir des mecs qui sont dans un boulot simple et qui sont reconnaissants, qui sont bien et ça. J'étais trop heureux. Et je pense sincèrement que
Ça, c'est encore un exemple de vraie dépression, genre d'être au fond du seau, avoir envie d'en finir, mais purement contextuel. Et en fait, si tu fais quelque chose pour changer ton contexte, ta dépression, elle va mieux. Et le pire, c'est que rien ne me poussait à faire ça, en fait, dans les signaux extérieurs. Mon thérapeute, il me disait de continuer à bosser, quoi. Il me disait, oui, bah, faut travailler, prenez vos cachetons. On travaillait sur d'autres trucs, hein. On allait voir à mon enfance, qu'est-ce qu'il déconnait, qu'est-ce qui fait que j'étais pas. Putain, mais c'est pas mon enfance, c'est ce boulot de merde qui me foutait mal. Mais, je sais pas pourquoi. Peut-être le thérapeute était pas bon aussi, hein. Mais on cherchait en fait d'autres moyens ça marchait un peu, hein. Je parlais de mes trucs qui vont pas et tout ça. Ouais, peut-être que dans mon enfance il y a eu ça, etc. Ouais, mais bon, la friction permanente qu'il y avait tous les jours, c'est de me lever, d'aller dans ce boulot que j'aime pas, c'est de pas arriver à dormir le soir, c'est que je me faisais exploiter par un boss qui n'avait rien à foutre de ma gueule. C'est ça la friction réelle qui me mettait mal. C'était pas que j'avais eu des problèmes quand j'étais gamin, quoi. Et en plus, du coup, alors, et c'est un truc qui m'a terrifié, ça, c'est que quand j'ai eu le traitement qu'on m'a donné, donc j'ai eu de l'escitalopram et des anxiolytiques, je sais plus comment ils s'appelaient, les anxiolytiques, au bout de 2 mois de traitement, donc pour ceux qui savent pas ce que ça fait comme effet, les antidépresseurs, c'est pas que ça t'enlève tes problèmes ou que ça te rend moins triste, ça t'enlève les émotions, en fait. Moi, c'est ce que ça m'a fait. Au bout de 2 mois, j'avais plus d'émotions du tout. Plus de tristesse, plus de joie, une espèce de passivité qui, oui, effectivement, te permet d'aller au travail. Ouais, tu peux fonctionner, puisqu'en fait, t'es un putain de zombie, quoi. Tu fonctionnes, mais juste, tu ressens rien. C'est horrible. Je sais pas si vous entendez le mec avec son bu pour pousser les feuilles, là, de l'extérieur. J'espère que le micro le capte pas. Excusez-moi. Mais bref, donc l'antidépresseur qui, en fait, tel que j'ai vu la chose, la façon dont je l'ai analysé, je me suis dit, super, on m'a donné un cacheton qui me permet de supporter ma vie de merde encore plus longtemps. Ouais, je veux dire, donc je voyais pas de continuité, enfin, je voyais pas de résolution au bout d'un moment. Je me disais, mais du coup, je comprends pourquoi il y a des gens qui restent 17 ans sous antidépresseurs. Parce qu'en fait, ils ont une vie qu'ils aiment pas, et on prend des cachetons pour la tolérer, et hop, on tolère la vie de merde. Super. Ça va? Ouais, non, je sais pas. Mais du coup, au moins, c'est pas non, tu vois. C'est pas non, ça va pas, je veux que ça change. C'est genre, ouais, passif, quoi. C'est horrible. Enfin, je trouve ça horrible. Combien de gens sont sous antidépresseurs aujourd'hui juste pour tolérer une existence qu'en fait, ils ne veulent pas et qu'ils devraient changer. Mais on nous pousse, en fait, à accepter ce genre de traitement-là, parfois qui n'est pas du tout adapté, je pense. Et c'est pour ça, je sais que le discours que j'ai, il peut être culpabilisateur parce que, ouais, mais attends, quand t'es dépressif, t'as pas envie de changer, etc. Oui, je sais, putain. Mais si le changement, c'est la solution, il faut trouver des moyens de le mettre en place. Et je dis pas que vous devriez y arriver et vous n'y arrivez pas, que c'est pas bien, je dis pas ça. Je dis que de ne pas regarder cette solution-là, de ne pas regarder dans cette direction-là, c'est peut-être se tirer une balle dans le pied. Si moi, j'avais pas décidé de changer, de changer de boulot et de partir de ça, je serais peut-être encore là-bas, sous antidépresseur, des années après, à détester mon quotidien, putain. Et heureusement que j'ai changé, parce que du coup, je suis plus en dépression. Ça m'a guéri de partir. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense sincèrement, vraiment, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, et pas forcément le travail. Ça peut être le travail, ça peut être une relation, ça peut être, j'en sais rien, ce que ça peut être, mais qui est contextuel, en fait. Et si vous changez de contexte, ça va mieux. J'ai regardé un podcast, là, récemment, The Diary of a CEO, avec le Dr. K. Et le Dr. K, il explique la différence entre... alors, moi, je ne peux pas l'expliquer correctement, parce que lui, il est docteur du cerveau, et moi, je suis juste un boulet. Mais il explique pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à changer, en fait. Et je vais finir sur ça. En fait, on a 2 façons d'agir quand on est dans une situation qu'on n'aime pas. Et l'instinct de survie, en fait, nous pousse généralement à changer, nous pousse émotionnellement à agir sur la situation dans laquelle on se trouve. Par exemple, si on est dans la jungle et qu'on voit un tigre, automatiquement, on va ressentir de la peur. La peur, c'est le signal qui nous pousse à courir. C'est-à-dire que ça va nous rendre plus rapide, grâce à l'adrénaline, plus fort, plus alerte dans la situation. C'est même pas un truc qu'on comprend, c'est un truc qu'on ressent. C'est-à-dire que tu vois le tigre, tu sais que tu as peur et que tu dois partir. C'est un instinct de survie, ça. C'est un peu pareil dans la réalité, en fait. Quand tu ressens un profond mal-être dans une situation, c'est un appel de ton corps à changer de situation, à te sortir de la situation qui te fait du mal. C'est l'instinct de survie qui parle, qui te dit t'es pas à ta place. Moi, mon instinct de survie, c'est une petite voix que j'ai eue dans ma tête, que j'ai eue depuis mes 19 ans, en fait. Depuis mes 19 ans, quand j'ai commencé à me mettre dans des situations qui ne me convenaient pas, genre les compagnons, j'ai une petite voix qui m'a dit t'es pas à ta place. C'est pas ici que tu étais censé être. Il faut que tu te barres. Tu vois, et j'ai pas voulu l'écouter parce que la société, hein, parce qu'il faut trouver un travail, parce que il faut écouter les parents, il faut écouter parce qu'on veut rassurer tout le monde et qu'on veut rentrer dans le rang. La petite voix elle te dit ouais mais c'est pas ça qui va te rendre heureux. Oui mais la vie c'est pas fait pour être heureux et c'est des conneries comme ça qu'on t'apprend au final.
Et donc, cette petite voix, l'instinct de survie, je pense sincèrement que tout le monde l'a, mais on fait le choix de l'écouter ou pas. Et du coup, le docteur Kay, il dit vous avez deux possibilités quand vous êtes face à cette situation qui vous rend malheureux. C'est soit vous agissez et vous apprenez en fait à écouter votre instinct de survie, vous apprenez à apprendre au cerveau. Vous apprenez à apprendre au cerveau. Ouais, si je veux faire des répétitions, je fais des répétitions. Vous apprenez à votre cerveau que l'action, c'est ce qui vous sort de la situation difficile. Et par conditionnement, vous serez du coup dans la vie à même à vous sortir de beaucoup de situations difficiles parce que vous aurez appris à être acteur et non spectateur de la situation. Ça, c'est la solution A. C'est celle que je préconise en fait. Et la solution B, c'est de se plaindre et d'accepter la situation. Et en fait, le processus qu'il y a sociétalement, et surtout les Français, j'ai remarqué, de se plaindre, ça a un effet physiologique et neurologique direct sur la situation que vous ressentez en fait. Vous êtes mal, vous vous plaignez, et en fait, le cerveau, grâce au fait de se plaindre, atténue l'intensité des émotions négatives. C'est-à-dire que le fait de se plaindre, ça permet de tolérer mieux la situation qui vous rend malheureux. Donc sur un temps court, c'est bien, parce que ça vous permet de ne pas autant être impacté par la situation, mais sur un temps long, c'est catastrophique. Parce qu'en fait, ça vous apprend à rester dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Et si on reprend l'exemple du tigre, c'est comme si vous voyez un tigre et au lieu de vous enfuir, vous dites « Ah putain, fait chier, il y a un tigre, merde. Ah non, 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 il y a un tigre. » Et en faisant ça, vous faites du bien, vous vous atténuez, mais vous ne bougez pas. Et du coup, le tigre va vous attaquer. Et c'est exactement pareil, en fait. Vous êtes dans une situation qui est horrible, votre travail, votre relation, j'en sais rien, le tigre est là, et plutôt que de changer pour essayer de vous extirper de ça et survivre, vous vous en plaignez. Ah non, fait chier, ça m'est bien, oh je suis pas bien, oh je suis pas bien. Et en fait, le fait de faire ça vous fait tellement de bien que du coup, vous restez dans cette situation-là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se plaignent incessamment, mais qui n'agissent jamais. Parce que la plainte agit comme une pommade qui atténue la douleur. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est pareil pour les antidépresseurs. Enfin, moi, je dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais c'est ce que ça m'a fait à moi. Ça m'a passé la pommade, ça m'a atténué la douleur. Ça m'a presque permis de continuer sur cette vie de merde que je voulais pas, en fait. En mode, ouais, mais ça va, c'est supportable. On ne devrait pas se contenter de supportable. On devrait aspirer à être heureux. Ou au moins aspirer à quelque chose qui ne nous rend pas malheureux. Et vraiment, ma théorie, c'est que la dépression, elle naît quand on essaie d'être quelque chose ou quand on essaie de faire quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on est au fond. Quand on essaie de forcer quelque chose pour lequel on n'est pas fait. Qu'on essaie d'être avec quelqu'un qui nous fait du mal. Qu'on essaie de travailler dans un endroit où on ne s'épanouit pas. Qu'on essaie de faire quelque chose qui ne nous rend pas heureux. La dépression, pour moi, c'est le fait d'être dans une résistance par rapport à nos désirs profonds. C'est ça qui est... La dépression, c'est le symptôme, en fait, pour vous dire que quelque chose ne va pas. Et il faut que ça change. Il faut changer la raison pour laquelle ça ne va pas. C'est ma théorie, voilà. Donc, extraite de mes 2 dépressions et de comment j'en suis sorti. Et à chaque fois, pour m'en sortir, ça a été changer de contexte. Partir, en fait. Tout le monde me dit, mais c'est courageux de ce que tu as fait de partir de ton travail, en ne sachant pas ce qui t'attendait. C'est courageux d'avoir osé démissionner et tout, quoi. Mais moi, je trouve pas ça courageux. C'est mon instinct de survie, en fait. C'est soit je faisais ça, soit je me tirais une balle. Et je trouve ça vachement plus courageux de passer une vie entière à souffrir à un endroit sans essayer de changer. Ça, je trouve ça plus courageux. Plus courageux de se dire que toute sa vie, on va en chier et qu'on n'y fera rien pour changer quoi que ce soit. Bon, je sais pas si c'est courageux, c'est peut-être téméraire, c'est peut-être suicidaire. Mais pour moi, c'était pas du courage. C'était soit je le fais, soit ma vie s'arrête. Donc j'ai choisi de continuer à vivre. Si vous êtes dans une situation similaire, cherchez de l'aide. Déjà, demandez de l'aide, mais pas seulement à votre thérapeute. Demandez de l'aide à des gens qui ont vécu ces expériences-là. Cherchez des gens qui ont été en dépression et comment ils en sont sortis. Pas des gens qui sont en dépression et qui n'arrivent pas à s'en sortir, des gens qui s'en sont sortis. Parce que je veux pas être réducteur quand je dis ça, mais un thérapeute qui a étudié, qui comprend la dépression, mais qui n'a pas vécu ce que vous avez vécu, ne pourra pas forcément avoir l'empathie suffisante pour vous accompagner sur certains points que vous traversez. C'est bien d'avoir la théorie, mais je pense que c'est bien d'avoir l'expérience. Et c'est pour ça, à mon avis, que les gens qui sont les plus déglingués dans ce monde sont aussi ceux qui ont parfois les meilleurs conseils. C'est parce qu'ils sont passés par énormément de choses négatives qu'ils sont capables d'en parler. Et c'est pour ça que c'est bien de les écouter, ces gens-là. Bref, merci de m'avoir écouté à moi. J'ai peut-être pas une expérience de vie incroyable, mais je suis passé par des périodes sombres où j'ai voulu en finir. Et aujourd'hui, je suis dans l'effet inverse. J'ai envie que ma vie dure le plus longtemps possible et d'en profiter le plus possible. C'est sûrement d'ailleurs l'effet
d'aller d'un extrême à l'autre. Quand on sort de la dépression, ensuite on va vers un côté où on a envie d'en profiter encore plus. Peut-être, je sais pas. Mais bref, si vous traversez un truc similaire, je vous souhaite énormément de courage, cherchez de l'aide, osez vous remettre en question, osez prendre du recul et parfois osez faire des décisions difficiles. Parce que je pense qu'il vaut mieux faire une décision difficile maintenant et qui amène à beaucoup de difficultés et de souffrances, mais qui, au bout d'un moment, vous amène la résolution, plutôt que de rester passif et d'attendre que la situation se dégrade encore et encore, jusqu'à ce que vous n'en pouviez vraiment plus et que tout s'arrête parce que vous vous foutez en l'air. Et j'ai pas envie que vous vous foutiez en l'air. C'est bon. Bon. Merci de m'avoir écouté. Le podcast Vulgaire et Sincère numéro 6. Si vous avez des sujets, des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y reprendrai probablement pas parce que j'oublie de les regarder. Mais merci encore à ceux qui m'écoutent. J'espère que j'ai pu aider au moins une personne. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et j'adore les nichons. Voilà, pour finir sur une touche un peu burlesque. Bisous.